avant de recevoir mon invité, vous avez été plus d'1 300 000 à regarder l'entretien d'Élise Blaise avec la généticienne Alessandra Orion-Comte. C'était sur le Covid-19 et sur la crise sanitaire. Vous avez été très nombreux à demander une transcription écrite. Vous pouvez l'obtenir gracieusement, bien évidemment, en allant vous inscrire et en donnant vos coordonnées de courriel sur le site tvliberté.com. Mon invité, eh bien, il est presque chez lui. C'est l'écrivain, mais que vous connaissez bien sur TV Liberté, Christian Combaz. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez quitté votre village de Campagnole et ce que vous appelez les gens normaux, c'est-à-dire autorisés à ne pas porter de masque. Et quelle drôle d'idée de le faire le jour où Paris passe en zone rouge d'alerte maximale et où le Kremlin-Bicêtre est peuplé de masques, portés de manière très fantaisiste d'ailleurs, mais enfin c'est une règle municipale. Pourquoi quitter votre village ? Alors que ça va mal. Parce que ma mère habite à Paris et donc elle est assez âgée. Mon jeune frère habite avec elle et donc il m'arrive assez fréquemment, une fois par trimestre au moins, de venir passer quelques jours. Au fond de votre village de Campagnole, vous ne connaissez même pas la crise sanitaire dont vous parlez quotidiennement. Alors oui, j'en parle quotidiennement parce que ça paraît révéler tellement de phénomènes psychologiques que c'est très intéressant à étudier au niveau d'un village, puisque ma démarche, la raison pour laquelle je parle de tant de phénomènes généraux à propos d'un petit village, c'est que ces phénomènes se comportent sur la surface très étroite de mon village, comme les cellules sur une lamelle de microscope. Il y a un frottis là, un frottis humain qui a été réalisé par le Covid sur l'échelle des 100 ou 200 personnes que je côtoie, et on voit se dégager des natures psychologiques un peu imprévues, mais en même temps qui ont des échos dans le passé, et ça m'intéresse beaucoup de commenter ça. C'est-à-dire que quand vous regardez l'histoire, vous apercevez qu'il y a eu plusieurs périodes historiques où on voyait les mêmes personnages douteux surgir à la faveur de la crainte générale de la maladie ou de la dissidence, parce que c'est un peu les mêmes phénomènes. Vous regardez toujours cette France de très près, vous vous passionnez pour elle. Est-ce qu'il y a quand même un clivage avec cette crise sanitaire entre une France rurale qui est finalement peu touchée par le Covid et puis cette France urbaine dont on voit bien, que vulgairement elle morfle? Alors, elle morfle aussi sur le plan psychologique, c'est là que je veux en venir. Il ne faut pas croire que les campagnards soient absolument insouciants. Ils sont très conscients que quand ils sont diabétiques et qu'ils ont 85 ans, il faut qu'ils fassent attention. Et nous, plus jeunes, et encore les plus jeunes que moi, sont très conscients que quand ils vont porter un câble pour l'ordinateur, il faut qu'ils mettent un masque parce qu'ils sont chez les octogénaires. Et ça se fait naturellement. Même vous, l'anti-masque, vous mettez votre masque. Oui, on n'a pas besoin d'un gouvernement pour nous dire qu'il faut... Moi, mon voisin a 96 ans au village. Donc, s'il m'invite à réparer son ordinateur, j'irai avec un masque par politesse. Parce que s'il y a un doute... Je pense qu'il y a effectivement une vague utilité quand on est à 25 cm et en milieu clos. Mais dans le grand vent dans lequel nous habitons, surtout en ce moment en automne, le masque dehors est absurde évidemment et perçu par tous mes copains villageois comme absurde. La preuve, ils ne le portent jamais, pas même d'ailleurs quand ils vont boire le café le matin. Ils le portent comme ça sur l'oreille, ils vont acheter le journal, ils boivent un café rapide et ils s'en vont. Ce n'est pas encore obligatoire dans votre village et dans votre département. Mais dans les cafés, normalement, ça l'est. Mais l'absurdité est telle que nous, toutes les distances sont réduites. Le marchand de journaux, le kiosque à journaux est distant du loto d'1,50 m et le kiosque à loto là est distant du comptoir d'1,50 m. Quand on va boire un café, il faudrait avoir le masque sur 2 mètres et pas de masque pendant que vous buvez le café. Enfin bon, on est dans l'absurdité la plus totale. Allez, parmi vos têtes de turc figurent les médecins, on va voir lesquels, pas en tout cas le professeur Raoult. Ouais. Et le premier reproche, c'est qu'il faut, vous dites que les villageois de Campagnole fassent plus de 30 km pour trouver un médecin, alors qu'on trouve des médecins toutes les 30 secondes sur les chaînes d'infos en continu. Déjà, la première chose que vous découvrez à la faveur de la crise, c'est que la plupart des médecins qui devraient être dans les hôpitaux se trouvent à la télé et dans les conseils généraux ou à la présidence de la région ou maire d'une grande ville ou maire d'une petite ville. Ça devient insupportable. On s'aperçoit qu'ils ont, en l'espace de 30 ans, infiltré tous les milieux qui ne sont pas la médecine. Donc il y a un moment où il faut que ça cesse. Par exemple, on devrait décréter que s'ils ont envie de faire un mandat, qu'ils n'en fassent qu'un, qu'ils ne fassent pas une carrière entière comme politique, comme Véran, qui est un ancien député socialiste, qui n'est plus du tout un médecin. Est-ce que c'est pas non plus le reproche que vous leur faites, c'est vous dites, ils se trompent tout le temps. Médecin de campagne, mon médecin personnel, il se trompe pas. C'est pas il se trompe tout le temps évidemment, mais il se trompe surtout par orgueil.
C'est-à-dire qu'ils entrent dans la cohorte décrite par maintes spécialistes comme le docteur Toussaint, le professeur Toussaint, ils entrent dans la cohorte des médecins à la Molière, c'est-à-dire des gens qui affirment, qui se font démentir par un collègue, où ce sont des querelles d'ego, des querelles de coq, et la population subit les conséquences de ces querelles, puisque le conseil scientifique, moi j'appelle ça une junte, je suis désolé, c'est eux qui exercent le pouvoir et qui intimident un président croupion qui est Emmanuel Macron. Ou alors, ils cherchent à jouer les présidents croupions pour pouvoir charger la junte le jour de la vengeance, car la vengeance va intervenir. Heureusement qu'il n'est pas dentiste, le professeur Desfrécy, parce que vous avez vraiment une dent contre lui. Et il revient systématiquement, il incarne... J'ai une dent contre tous les gens qui se coalisent en junte, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, c'est une coalition, c'est ce que serait devenu le carteron des généraux félons, vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est ça. Ce sont des gens qui se coalisent pour exercer un pouvoir indu. Et là, en l'occurrence, il y a un précédent historique que je m'apprête à souligner dans ma chronique de Campagnol, qui est Savonarole, à Florence, à la fin du Quattrocento, Savonarole a commencé à dire il faut que vous vous amendiez, que vous viviez une autre vie plus proche du Christ. Et au bout de 4 ans, il a été brûlé pour avoir voulu pratiquer la vertu avec des bataillons. C'est un peu l'équivalent des brigades de la Sécu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous dites que Macron-Savonarole, même combat? Mais je pense que Macron-Savonarole, peut-être, il va finir pareil. En tout cas, il va brûler de manière symbolique. Je pense qu'il va se consumer dans l'opinion, c'est déjà le cas, mais que je pense qu'il va s'enflammer. L'opinion va s'enflammer à son sujet, en tout cas. Tout à l'heure, nous parlions ensemble du rapport qu'il y avait entre plusieurs époques de notre histoire et ce qui nous arrive actuellement. Et vous m'avez avancé aussi une autre époque qui mérite une explication. Vous m'avez dit, mais à l'époque de l'Empire décadent romain. Oui, parce que vous savez, enfin, grosso modo, vous aviez les auspices qui étaient les signes du ciel qu'on interrogeait avant les batailles, et puis peu à peu, vous avez toute une série de charlatans qui sont un peu l'équivalent du conseil scientifique, et nommément du professeur Delfrécy, ou de monsieur Deray, par exemple, qui sont les aruspices, ceux qui lisaient dans les entrailles des poulets, et qui disaient évidemment le contraire les uns des autres. Et alors, au bout d'un moment, cette passion du conseil autorisé est devenue telle que tous les politiques en avaient un à Rome, toutes les grandes familles patriciennes avaient un aruspice à domicile. Ça devenait absurde. Et aucune décision politique ne se prenait sans la consultation des entrailles de poulet. Cicéron s'en est beaucoup moqué, Caton avant lui. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ce sont des phénomènes historiques qu'on peut retracer. Il y en a plein. Il y a plein d'époques comme ça où la vertu a essayé enfin, une fausse vertu a essayé de gouverner la politique. Les médecins de Molière sont un exemple extraordinaire. Tartuffe, c'est vraiment... Alors le conseil scientifique, il y a un membre du conseil scientifique qui trouve grâce à vos yeux. Mais non, mais il y en a plein d'autres. Ah oui, il est plus. Il est plus, mais il a été. Alors le professeur Raoult me plaît évidemment pour des raisons qui ne sont pas du tout médicales, puisque j'ignore, je crois savoir que c'est une véritable sommité, mais je ne veux pas me mêler de médecine. En revanche, ce que je vois, c'est qu'il a une vertu qui est absolument pas du tout partagée par aucun de ses collègues, c'est que c'est une image un peu lourde et solennelle de la paternité, y compris sur le plan professionnel. C'est ça que ne supportent pas ses rivaux. Ils ne supportent pas son côté hyper masculin. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est pas autrement, je vous décris l'avenir, vous en faites des tonnes. Donc, il s'efforce de rétablir une espèce de raison en tout domaine, et c'est pour ça qu'il plaît au peuple, parce qu'il y a quand même un désir de père dans le peuple, et il y a un désir de haïr le père dans nos élites, qui ont tout un problème avec le père. Regardez le petit Einthoven, dans son livre, là, qui vient de paraître, c'est tellement frappant. Notre président a eu, que je sache, des problèmes avec son père assez conséquents. Qui était médecin. Non, sa situation matrimoniale déjà désigne un léger problème avec le père. Je vous fais pas de dessin, mais un psychiatre comprend. Et donc voilà, nous sommes gouvernés par des gens qui ont un problème avec le père. Arrivent des figures comme Raoult, un peu placide, un peu solennel, un peu brutal, et ils suscitent une haine de nature psychanalytique. On le voit très bien d'ailleurs, tous ces présentateurs de télé, tous ces prétendus éditorialistes, transpirent la haine à son sujet pour cette seule raison. Ils haïssaient probablement leur propre père à 18 ans. Et donc le professeur Raoult est dans votre panthéon. Et oui, parce que c'est une sorte... statue à Campagnol. On ne peut pas dire que c'est un père de la nation, mais c'est un oncle de la nation. Et la nation l'a reconnu comme un oncle placide à qui on va demander conseil en cas de pépin. Et qui aura toujours un esprit froid. Vous avez indiqué que quand on regardait la situation sanitaire globale, on était vraiment dans une télé-réalité
Ah oui, ça, oui. Hein, oui. et que vous avez trouvé une correspondance avec un film qui a marqué d'ailleurs son époque, The Truman Show. Oui. Il y a beaucoup d'analogies là aussi avec la situation actuelle. L'analogie, c'est que rien n'est naturel. Tout ce qui nous entoure en ce moment, tous les commentaires qu'on nous inflige, rien n'est naturel. Ce sont les mêmes éléments de langage qui nous reviennent d'une chaîne à l'autre, d'un homme politique à l'autre. Je vous donne un exemple. Il y a un moment où les mesures à Marseille, il semblait une consigne absolue de rappeler qu'il ne s'agissait que d'une semaine, ou de 2 semaines, je ne sais plus. Tous les présentateurs ont dit ce qu'avait dit Castex la veille, ou ce qu'ils avaient reçu sous forme de circulaire. Donc il y a une parole diffuse, une parole explicite, mais diffuse, qu'on envoie pas sous forme de circulaire, de notes de service, en quelque sorte, à tous les agents de l'État. Et les agents de l'État, ça inclut les éditorialistes dans les chaînes de télévision qu'on appelle mainstream. Il y a une parole officielle, et nous sommes à Moscou en 1934. À Moscou en 1934. Comment ça va tourner tout cela? Ça va mal tourner. On sait comment ça terminer à Moscou. Ça va tourner par une colère générale, évidemment. C'est-à-dire que le peuple va brûler, là encore symboliquement, son Savonarole. Savonarole a fabriqué une espèce de milice de la morale. Ça a duré 4 ans. Au bout de 4 ans, il l'a payé de sa vie. Il a été pendu et brûlé. Et donc, je pense que le régime et toute cette boue, littéralement, cette boue psychologique qu'il remue en nous, va le payer très chèrement. Très chèrement. Et pourtant, la droite se met en marche, elle se met en situation d'essayer de battre Emmanuel Macron. Alors, on a vu le sondage Ipsos, je crois, ou IFOP, qui donnait un second tour aujourd'hui entre Madame Le Pen et Emmanuel Macron. Vous ne retenez pas forcément cette hypothèse? Moi, les proportions, d'abord, sont fausses, puis ça, c'est les instituts de sondage. J'ai fait une légère enquête pour Campagnol, d'ailleurs, en téléphonant au numéro 2 de chez BVA il y a quelques mois, en lui demandant, mais vous faites des enquêtes par téléphone et par Internet, et qu'est-ce qu'il advient des gens qui ne veulent pas être interrogés par téléphone et qui n'ont pas Internet? Ah ben rien, c'est un angle mort. Ah bon? Mais oui, mais on le corrige. Bravo. Et alors, une fois qu'ils ont accepté d'être interrogés, enfin plus exactement qu'ils ont Internet et le téléphone, si c'est des rouge-péteurs qui disent je veux pas participer à une enquête, vous les interrogez pas non plus. Ah non. Donc bon, c'est ça les sondages. Quand on vous dit que la popularité du président vient de gagner 2 points, elle gagne 2 points auprès de ces gens qui ont consenti à être interrogés. Mais les rouge-péteurs par nature, dont je fais partie, qui disent allez vous faire foutre, eux ne sont jamais interrogés. Donc voilà, c'est tout. Alors, néanmoins, cette droite, alors, si vous ne retenez pas un 2e tour avec Macron, est-ce que vous retenez un 2e tour avec Marine Le Pen? Oui et non. Elle est effectivement... en même temps. Elle est évidemment la mieux placée, mais moi je pense que l'histoire française a toujours montré que quelqu'un est venu planter un drapeau au dernier moment. C'est assez fréquent. Et celui que je vois planter son drapeau vers Noël 2020, c'est-à-dire dans 1 an, c'est Philippe de Villiers. 21 alors, Noël 21. 21, pardon. C'est Philippe de Villiers. Philippe de Villiers. Oui, c'est-à-dire que c'est celui que je vois à la croisée de tous les chemins. Celui qui finirait par réconcilier tout le monde, y compris probablement une partie du clan de Marine Le Pen. Et il n'est pas impossible que si Marine Le Pen voit que c'est relativement compromis, elle consente à dire que toutes les éventualités sont envisageables. C'est-à-dire, Christian Combaz, vous faites partie de ceux qui cherchent toujours une personnalité qui ne soit pas Marine Le Pen, alors que sondage après sondage, élection après élection, le problème, c'est oui, elle qui est vous avez indiquée raison, comme mais étant la candidate. Est-ce que vraiment elle désigne une tendance qui la concerne elle, ou est-ce qu'elle désigne une tendance ex nihilo? Je pense que c'est plutôt ex nihilo, que le jour où quelqu'un essaiera de planter un drapeau plus populaire que le sien, il peut ramasser les voix en 15 jours. Enfin, en 2-3 mois. Et donc, pour résumer, Villiers a toutes sortes d'avantages techniques. Ouais, avantages et handicaps de Philippe de Villiers, parlons-en clairement. Il a des avantages techniques. Ancien ministre, énarque, les gens disent que c'est nul, mais c'est quand même assez bien perçu. Ancien plus ou moins UMP, donc connaissant la droite gaulienne assez chevènementiste à une époque, ce qui est quand même très populaire aujourd'hui, il est susceptible d'attirer à lui évidemment des gens comme Philippot, comme Dupont-Aignan assez facilement. Même, je pense que Marion se laisserait probablement séduire s'il ne fait pas trop son lapin fou, mais je pense qu'il est assez capable de maintenir une dignité, il l'a prouvé maintes fois. Il connaît l'histoire de son pays admirablement, il a écrit une 12aine de livres, il a été plébiscité pour ça, quand même. Le Puy du Fou, quoi qu'on dise, c'est quand même une belle entreprise qui montre que, bon, c'est un gestionnaire aussi.
On va nous dire qu'il a un clan, etc. Il a peut-être un clan, il a peut-être aussi tous les catholiques traditionnels derrière lui, mais pourquoi pas. Et, trop pro-américain avec son frère, trop pro-russe avec Poutine. C'est justement l'avantage, et c'est là, je ne pense pas que ce soit un avantage à titre personnel, mais il faut quand même voir les choses de manière froide. Il est très otanesque, en fait. Il a un pied dans le monde américain. Les financiers américains, s'ils devaient parier sur un bon cheval à droite en Europe, enfin en tout cas en France, parierait probablement volontiers sur lui parce qu'on peut lui parler. Son frère, décoré de l'OTAN en Bosnie, lui-même a tué à toi avec tout le monde aux États-Unis. Sa belle entreprise du Puy du Fou, adoubée par un award aux États-Unis aussi. Et puis je pense qu'il est capable de mettre un peu d'eau dans son vin, au moins pour être élu. Après, on ne sait pas. Mais... Voilà, avec une très belle réussite d'ailleurs pour son Puy du Fou en Espagne, à côté de Tolède. Ça, c'est une partie pub absolument gratuite. On va quand même reparler de vous avant de reparler de Philippe de Villiers, parce que vous nous avez quittés sur ce plateau, au même endroit, il y a quelques mois, en disant « j'abandonne ». Non, j'abandonne. Le terme est faible même. TV D'ailleurs, Liberté. j'ai menti puisque je continue un peu. Voilà, c'est vrai. Je quitte TV Liberté parce que j'ai plusieurs projets. Un projet théâtre, j'ai un projet d'écriture de romans. Alors, projet théâtre, crise sanitaire aidant. Mon premier projet, c'était quand même de me réinstaller en province, puisque, comme vous vous en souvenez, j'étais installé à Paris pour ma mère et pour un vieux monsieur dont je m'occupais qui est mort. Et donc, je me suis autorisé à prendre ma retraite en province. Et donc, c'est un peu pourquoi aussi, physiquement, je suis moins présent. Je le reste par cette chronique qui est devenue hebdomadaire et les gens me font l'amitié de la suivre assez nombreux. Et parallèlement, et en effet, j'écris un livre personnel qui en est à peu près aux 2/3. Et donc, c'est long. Oui, c'est très long, mais plus vous avez à raconter, et plus vous avancez en âge, et plus c'est long. Alors la chose aussi, c'est qu'il y avait un projet pas seulement de théâtre, un projet de festival autour de Camille Saint-Saëns à Béziers, qui m'a permis de connaître un peu mieux Robert Ménard, qui est loin d'être un imbécile. Ça veut dire quoi chez vous? C'est loin d'être un imbécile? C'est un type assez remarquable, qui est surtout... c'est une méthode, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que son ego n'est jamais sur la table avant tout le reste. C'est quand même un critère important. Il voit les choses techniquement, il veut les résoudre et il veut n'être fier que de ce qui a été résolu. C'est déjà pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « aimez-moi d'abord, on fera des trucs après ». Ça, c'est la mauvaise façon de faire de la politique. Alors Camille Saint-Saëns et le Covid? Alors Camille Saint-Saëns et le Covid, c'est un peu foutu parce que ce qu'on voulait, c'est réveiller un peu les arènes, faire appel à des sponsors et je le dis puisque s'il nous écoute et si des amis à lui nous écoutent et débaucher Roberto Alagna, qui est un esprit un peu rebelle et j'aurais aimé lui voir jouer l'opéra vedette de Camille Saint-Saëns, qui est Samson et Dalila. Voilà. Et donc ça aurait été merveilleux. Mais là, pour l'instant, ça a un peu marqué le pas, parce qu'on ne peut plus faire aucun plan. Alors, un programme qui s'est arrêté en raison de la crise sanitaire, un roman qui prend du retard. Ça, c'est la vie. Hein. Je veux dire, je le ferai tous les semaines. Honnêtement, quand on voit les pauvres gens qui vont prendre du retard dans leurs propres projets, de mariage, d'investissement immobilier, depuis 6 mois, c'est le cafouillis complet, général. On n'a pas le droit d'être désolé d'être en retard dans un livre. Et pour écrire ce livre, on va tout dire, il faut que vous alliez à Budapest pour oui. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas rester à Campagne. Alors attendez, là j'ai téléphoné, j'ai quelques amis à Budapest, on m'a dit méfie-toi, si tu pars pour 15 jours, tu es obligé de passer 14 jours en confinement. Alors, je pense ça te donne le temps d'écrire. Oui, mais enfin, pour les 3 trucs que j'ai à faire là-bas, une journée c'est un peu modeste, donc finalement je vais attendre un peu pour y aller. Mais c'était nécessaire parce que j'y ai passé tant de temps que, comme c'est un livre qui recueille un peu des brous de souvenirs, comme souvent les livres de gens de mon âge, j'avais besoin d'y séjourner un peu longuement aujourd'hui pour voir ce qu'est devenu la ville. Et entre parenthèses, elle est devenue exactement ce que je décrivais il y a 30 ans dans un petit livre qui s'appelait De l'Est, de la peste et du reste, qu'on trouve à 2,50 € sur Kindle Amazon, où je disais que, en gros, je ne nommais pas Orban, mais je disais pratiquement ce qui est en train d'arriver. Voilà. Allez, dernier point, vous voyez, TV Liberté est important. En arrivant ici, vous avez croisé l'abbé Laurence, qui était, pour Terre de Mission, était venu, c'est le responsable de la communication de la Fraternité Saint-Pédis, traditionnaliste, qui était l'invité de Jean-Pierre Maugendre. Vous vous êtes croisés, vous vous connaissiez? Vous n'étiez pas vu depuis 50 ans? Ça paraît très naturel, puisque j'ai fait mes études chez les Jésuites.
Et en fait, non, nous nous sommes rencontrés en Hippocagne, où lui venait de l'école laïque. Donc il n'était pas du tout dans le bain des écoles chrétiennes, il est devenu prêtre plus tard. Et nous nous sommes croisés en tant que latiniste, en Hippocagne, à Henri IV, à Paris. Et on ne s'est pas revus donc depuis 40 ans. Voilà, et vous êtes retrouvés sur TV On s'est Liberté, retrouvés il y a de un quart d'heure. l'importance de venir à TV Liberté. Ça, c'est drôle, ouais. Rien à ajouter? Rien à ajouter, mais si, prions un peu, parce que je pense que la situation le mérite. Vous avez bien fait de rencontrer la belle Laurence. Merci beaucoup Christian Combaz. À très bientôt sur TV Liberté, bien sûr.